Bonjour à toutes et à tous, chers enseignants du collège qui venaient a priori de toute la francophonie. Donc nous sommes très heureux. Veuillez pardonner les petits problèmes techniques qui nous ont fait attendre quelques instants, mais eu égard à ce qu'on va raconter, l'histoire du cerveau, la fabuleuse histoire du cerveau depuis l'origine de la vie jusqu'au cerveau aujourd'hui qui apprend à l'école, l'échelle de temps est grande et nous avions le temps. Donc Grégoire Borst, professeur à l'Université de Paris, et moi-même, Olivier Houdet, nous allons vous faire une brève présentation de nos recherches menées au laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, le LAPSIDE, à la Sorbonne, sur le cerveau et sur notre partenariat avec Nathan, qui fonctionne maintenant depuis quelques années chez les enfants maternels et de primaire, et nous souhaitons poursuivre ardemment avec le collège et le cerveau des adolescents, qui est un domaine d'exploration scientifique au niveau international tout à fait pointu. Alors, quelques mots d'introduction. Je vous avais préparé quelques belles images, mais je crois que c'est plus interactif que vous voyez ainsi. Je voulais vous dire, ce à quoi je faisais allusion, que le développement du cerveau de l'enfant, depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte, ce qu'on appelle l'ontogenèse cognitive, s'inscrit elle-même, les professeurs de sciences de l'univers et biologique le savent, dans une très très longue histoire qui remonte à l'origine de l'univers. Ensuite, il y a 500 millions d'années, les premiers systèmes nerveux qui sont apparus sur Terre dans certains organismes vivants. Il y a 300 000 ans, Homo sapiens, et avec un cerveau qui commençait à ressembler au nôtre, qui s'est évidemment enrichi avec la culture, les civilisations. Et la chose prodigieuse dans le développement du cerveau, c'est que cette longue histoire de la vie, finalement, doit recommencer pour chaque bébé, chaque enfant et chaque adolescent qui doit reconstruire les connaissances sur le monde et ses raisonnements sur le monde grâce à son développement et grâce à l'école et aux enseignants, évidemment. Alors, ce que l'on sait aujourd'hui de façon très précise, grâce à l'imagerie cérébrale, la visualisation du cerveau, c'est que c'est une estimation, même si elle est précise, il y a environ 86 milliards de neurones dans le cerveau de chaque enfant, et que ces neurones sont à peu près tous présents dès la naissance. Ce qui va se développer, se sculpter en quelque sorte, ce sont les connexions. Et il y a dans le cerveau environ 1 million de milliards de connexions potentielles, ce qui fait que dans le cerveau de chaque élève, et je crois que c'est bien de le raconter à vos élèves, il y a un réseau potentiellement plus complexe que l'Internet mondial en termes de connectique et finalement de combinatoire neuronal et cognitif possible. C'est beaucoup trop. Donc le cerveau et l'élève, par ses apprentissages, va sélectionner certaines connexions neuronales qui vont être stabilisées, stockées en mémoire, alors que les autres vont disparaître, ce qu'on appelle l'élagage neuronal. Et dans cette grande histoire de l'apprentissage par sélection, c'est ça que je disais très rapidement en disant chaque enfant et chaque professeur doit aider l'enfant à sculpter son propre cerveau. Nous avons pu, avec notre laboratoire, Grégoire et moi et nos collègues, identifier 3 processus principaux qui œuvrent tout au long du développement qu'on appelle cognitif de l'enfant, c'est-à-dire le développement de l'intelligence au sens général dans toutes les matières scolaires. Et chaque enfant a son intelligence en quelque sorte. Ils sont tous intelligents à leur façon, il faut éveiller cette intelligence. Eh bien, dans chaque cerveau, il y a des automatismes, d'où le titre de notre programme de recherche, résister à ces automatismes. Et chacun sait que construire les automatismes à l'école est une chose importante. C'est même, je dirais, très soutenu par l'éducation nationale, par les programmes. On dit, il faut apprendre, répéter, renforcer les automatismes. C'est en fait, dans le cerveau, une forme d'apprentissage qui mobilise d'abord la concentration, l'attention, le cortex préfrontal, juste derrière le front. Et lorsque les automatismes se mettent en place et se cristallisent dans le cerveau de l'enfant, on observe une reconstruction. Je mets tout ça pour que vous voyez, s'observe. Attendez, regardez, je mets la caméra comme ça vous... Lorsque l'automatisme se cristallise, il y a une reconfiguration de l'avant, donc antérieur, partie antérieure, vers l'arrière du cerveau, quand les réseaux deviennent automatiques. Nous avons découvert au laboratoire que l'intelligence, et vous le saviez déjà par votre pratique pédagogique, mais on ne l'avait jamais démontré dans le cerveau, c'est aussi apprendre de façon exactement inverse. Au contraire, on part d'automatismes dans lesquels quelquefois notre cerveau est enfermé, et il faut être capable de bloquer ce qu'on appelle l'inhibition, être capable d'inhiber ces automatismes
ce que l'on veut dire dans le programme de recherche par le mot résister à, c'est un mécanisme de résistance, et des connexions neuronales bien spécifiques, inhibitrices, permettent de résister à certains automatismes pour aller au-delà. Et quelquefois, l'intelligence, on le sait, et c'est vrai, nous l'avons démontré dans tous les apprentissages scolaires, c'est aussi résister à ces automatismes, c'est-à-dire l'inverse de ce que j'évoquais tout à l'heure, et on voit que le cerveau, dans ce cas, se modifie de façon contraire. Quand on est dans le mode automatique, on part de la partie postérieure du cerveau, et lorsque l'on éveille chez un élève la résistance à ces automatismes, qui nécessite une prise de conscience des automatismes, et ensuite l'inhibition de l'automatisme pour être flexible et activer autre chose dans le cerveau, soit un algorithme plus logique, plus réfléchi, et bien à ce moment-là, il est formidable de voir le cortex préfrontal qui s'éveille chez l'élève. Or, on sait que ce cortex préfrontal a, au cours du développement de la naissance à l'âge adulte et encore beaucoup à l'adolescence, une maturation très très longue, très très lente. C'est la partie du cerveau dont l'efficacité progressive est la plus faible par rapport au système plus sensoriel ou moteur. Ce qui veut dire que ce cortex préfrontal et cette capacité à inhiber ces automatismes, qu'on appelle aussi une fonction exécutive, contrôler l'exécution de ses pensées et de ses conduites, a énormément besoin de temps, d'éducation, et ce que l'on a démontré, on trouve ça prodigieux pour nos recherches, mais pour vous aussi, c'est qu'on pouvait entraîner ce processus d'éveil du cortex préfrontal et entraîner, ce qui est très difficile pour un enfant, à inhiber ces automatismes, et surtout les automatismes qu'il croit être corrects. Grégoire vous en donnera des exemples tout à l'heure. L'enfant est absolument certain que pour résoudre un problème, il peut utiliser tel automatisme. Or, c'est le moment où il se trompe, il fait une erreur, il devrait progresser. Alors, à cet égard, je voulais vous donner d'abord deux exemples, vous dire que concrètement, nous avons déjà, avec l'école primaire, fait une recherche collaborative de ce type, où les professeurs identifiaient ce type d'automatisme dont j'ai parlé, qu'on appelle des heuristiques, c'est-à-dire des réponses très rapides, souvent correctes, mais pas toujours, et que quelquefois il faut inhiber. On pouvait identifier ces heuristiques aussi dans le domaine cognitif et scolaire, qu'il fallait mettre en miroir l'algorithme qui correspondait, la règle logique, en mathématiques, en français, ou une règle en histoire, ou une règle corporelle en sport. Il y a des règles, des choses qu'il faut faire, donc c'est plutôt les algorithmes. Et parfois, les enfants maîtrisent ces algorithmes, mais l'heuristique, l'automatisme est trop tentant. Et ils ne parviennent pas à l'inhiber et on ne les aide pas à réaliser cette inhibition. Et c'est ce qu'on veut faire dans notre programme de recherche. Après en avoir démontré le processus biologique dans le cerveau en laboratoire, on est convaincu qu'il faut que ça puisse aussi être utilisé par vous dans les pratiques en classe pédagogique très concrètes. Pour vous rassurer, on l'a fait avec l'école primaire. C'est un programme formidablement réussi qui a donné lieu à des publications, de livres, d'articles et aussi à la conception de jeux et de coffrets pédagogiques édités chez Nathan qui s'appelle Mon cerveau apprend à résister ou quelque chose comme ça. Je l'ai sous les yeux, je vais vous le dire très exactement. Entraîner le cerveau à résister. Donc si vous cliquez sur Internet maintenant ou tout à l'heure, vous verrez chez Nathan Entraîner le cerveau à résister. Marie Létang, qui est notre doctorante, maintenant docteur en psychologie du développement et qui a été recrutée chez Nathan, a conçu ces jeux avec Julien Garbard, qui est un spécialiste de l'éducation, et des coffrets pédagogiques et des jeux, coffrets pédagogiques prévus pour l'école, déclinés au cœur du programme scolaire. Donc, on a vraiment réalisé tout le processus de la recherche fondamentale en amont jusqu'au produit pédagogique pour la classe édité par Nathan, et c'est possible. Donc, on trouverait vraiment dommage de ne pas le faire avec vous au niveau du secondaire, car les adolescents aussi ont leurs automatismes de pensée, de comportement qui les piègent, et donc quelquefois ils ne parviennent pas à sortir. C'est très lié, comme Grégoire vous le dira aussi, aux émotions, cerveau émotionnel des adolescents, et en particulier on travaille sur des émotions spéciales, qu'on appelle intellectuelles, qui permettent justement de déclencher ce contrôle inhibiteur des automatismes, qui sont le doute, le regret, ou l'anticipation du regret, d'avoir répondu trop vite, et la curiosité. Est-ce que le cerveau et l'enfant a envie de connaître comment un autre dans la classe a fait pour résoudre le même problème ou s'adapter à telle situation? Et ça, c'est ce qu'on appelle des émotions contrefactuelles qui vont contre les faits, mais qui sont très positives, parce que ce sont ces émotions qui éveillent chez l'enfant le doute à l'égard de ses automatismes erronés et le guidage
de la capacité d'inhibition. Voilà ce que je voulais vous dire pour introduire le sujet. Nous avons beaucoup d'espoir dans ce progrès. Toute l'équipe de Nathan, dans ce projet, pardon, toute l'équipe qui sera un grand progrès, avec toute l'équipe de Nathan qui est associée. Et si ça a aussi bien réussi en primaire, il n'y a aucune raison que ça ne réussisse pas en secondaire. Je terminerai simplement par un exemple qui, je l'espère, va vous convaincre. Ces trois processus heuristiques, algorithme et l'inhibition de l'heuristique qui permet de passer à l'algorithme sont particulièrement présents dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'adhésion aux fake news sur les écrans. Et l'on sait très bien, d'autres chercheurs et nous-mêmes l'avons confirmé, que dans le cerveau, l'heuristique ou l'automatisme, heuristique et automatisme sont tout à fait synonymes. L'heuristique de crédibilité, ce qui est crédible et qu'on a envie de croire quand on like, par exemple, très vite sur Internet, cette heuristique est plus rapide et beaucoup plus tentante, surtout lorsqu'elle est émotionnellement chargée ou avec des amis. Donc on like très vite et on a tendance, les jeunes, les adultes, mais ça commence à l'adolescence, à préférer ce qui est crédible à ce qui est logique, valide. Et la validité n'est pas du tout le même processus que la crédulité ou le fait de croire. La validité, c'est un algorithme. Il faut vérifier les prémices, la déduction, est-ce que les sources sont bonnes, exactes, est-ce que le raisonnement, ce que l'on peut en déduire, est correct ou non. Et la société d'aujourd'hui, comme vous le savez, est meurtrie par cette adhésion aux fake news. C'est vraiment un problème cognitif pour lequel nous avons des éléments de réponse. Et cette capacité d'inhiber l'heuristique de crédibilité, c'est-à-dire les fake news, pour prendre le temps de réfléchir avant de cliquer et de raisonner sur les informations dans le monde, mais aussi sur les écrans, puisqu'ils sont aujourd'hui dans le monde, est tout à fait critique, vous le savez, à l'adolescence, même si les écrans sont plus ou moins interdits en classe, sauf dans le cadre d'une activité pédagogique. L'école doit évidemment préparer les enfants pour les moments où ils seront hors de la classe, et il faut cette éducation aux écrans, mais pas de façon abstraite, avec ces processus très fins du cerveau qui permettent, face à l'écran, d'inhiber, d'activer, de résister aux automatismes de réponse. Et c'est aussi, on l'a démontré avec d'autres chercheurs du laboratoire et un professeur du Collège de France, Alain Berthoz, c'est aussi très lié à la prise en compte d'adopter le point de vue d'autrui, déjà dans une situation spatiale, mais aussi dans une situation sociale. Et très souvent, l'adolescent et encore l'adulte, hélas, nous sommes dominés par notre heuristique égocentrique, c'est-à-dire notre propre point de vue. Pour traverser la rue, il faut évidemment qu'on adopte l'heuristique égocentrique, sinon on se fait écraser. C'est notre point de vue qu'on prend. Mais si on est dans une discussion plus politique ou philosophique, il est très important de prendre le point de vue de l'autre. Et pour cela, pour ce qu'on appelle l'esprit critique, on sait dans le cerveau finement qu'il faut inhiber l'heuristique égocentré, et c'est très coûteux cognitivement en termes exécutifs, non seulement pour l'enfant, l'adolescent, mais on l'a démontré dans une très belle recherche publiée dans une grande revue américaine, internationale. Encore l'adulte, à tout moment, nous devons inhiber notre égocentrisme pour activer l'algorithme qui est l'allocentrisme, c'est-à-dire calculer de façon plus rationnelle, plus logique les différents points de vue, comme une carte par rapport à un GPS, si vous voulez, allo versus ego. Eh bien, ces phénomènes dont on vous parle et pour lesquels vous allez peut-être avoir des idées sont vrais non seulement pour le raisonnement, ce qui est clé à l'adolescence, l'aspect cognitif, mais aussi pour les aspects sociaux et cette éducation à la tolérance et à l'esprit critique qui est avant tout inhiber l'automatisme d'égocentrisme. Et c'est très difficile parce qu'il est très utile souvent ailleurs et qu'il ne faut pas le supprimer. Il faut savoir quand inhiber une heuristique et activer le bon algorithme. Sciemment, je ne vous ai pas donné plus d'exemples concrets parce que Grégoire va vous en donner, ainsi que continuer de développer le cadre théorique. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Grégoire. Nous répondrons ensuite tous les deux à vos questions. Merci beaucoup Olivier. Effectivement, l'enjeu de la suite de cette conférence, c'est de vous donner quelques exemples. Exemples qu'on a pu identifier notamment sur les recherches qu'on a pu mener avec les enseignants du primaire, et puis aussi vous parler de quelques heuristiques qu'on a déjà identifiées dans les apprentissages scolaires en classe au collège. Et peut-être de partir d'un exemple pour que vous puissiez finalement un peu expérimenter ce que ça veut dire que d'être soumis à un automatisme de pensée. Je voulais simplement vous faire résoudre un petit problème tout simple de raisonnement logique. Je vais vous demander de
donner la première réponse qui vient à l'esprit. Donc, on ne peut pas interagir en direct, mais vous pourriez, par exemple, donner la réponse dans le chat. Ça vous donnera une première idée un peu, effectivement, de propension, même en tant que cerveau adulte, parfois, à tomber dans certains pièges de raisonnement. Donc, c'est un petit problème de raisonnement que je fais à beaucoup d'enseignants, Olivier aussi a beaucoup utilisé. Alors, le problème est le suivant. Vous donnez la première réponse qui vous vient par la tête, donc on est dans une évaluation sommative en temps limité, donc on sait que c'est pas forcément ce qu'on devrait faire, mais c'est aussi l'enjeu de la conférence, c'est de pouvoir avancer un peu. Donc, si je vous dis une tablette et son étui coûtent 240 €, la tablette coûte 200 € de plus que l'étui, combien coûte l'étui? La première réponse qui vous vient à l'esprit est, je me tourne vers Marie, et généralement, vous répondez 40. La première réponse qui vous vient à l'esprit, c'est 40. Nous aussi, hein, rassurez-vous. Oui, nous aussi. Et moi, je l'ai probablement proposé plus de 200 fois ce problème, et je continue à tomber dans ce biais de raisonnement. Un biais de raisonnement, c'est en fait la manifestation d'une heuristique, d'un automatisme de pensée. En tout cas, elle est produite par un automatisme de pensée. La bonne réponse ici, c'est 20. Alors, je ne vais pas avoir le temps de tout déconstruire, mais on peut partir de l'erreur, comme on ferait avec un élève. Si l'étui coûte 40 €, comme on vous a dit que la tablette coûte 200 € de plus que l'étui, à ce moment-là, la tablette coûte 240 €, 240 plus 40, ça fait 280. C'est l'algorithme. Ça, c'est l'algorithme. Et effectivement, on voit bien qu'à ce moment-là, on n'est pas dans le cadre du problème, puisqu'on vous a dit que la tablette et l'étui coûtaient 240 €. La bonne réponse, c'est 20 €. Et ici, l'automatisme que nous avons utilisé, c'est l'automatisme quand j'entends plus que, je fais une soustraction, quand j'entends moins que, je fais une addition. Et nous, non, C'est une plaisante. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une heuristique qui s'est mise en place, cet automatisme, il s'est mis en place très probablement quand vous avez appris à résoudre les problèmes arithmétiques à contenu verbaux du type Pierre a 20 billes, il en a 5 de plus que Paul, combien Paul a-t-il de billes? Et à ce moment-là, vous, spontanément, vous allez trouver que Paul a 15 billes. Alors, au cours du primaire, c'est un peu plus compliqué. Les enfants ont tendance à considérer que Paul a 25 billes parce que leur automatisme de pensée, c'est dès qu'ils entendent plus dans l'énoncé du problème, ils considèrent qu'il faut faire une addition et dès qu'ils entendent moins, il faut faire une soustraction. Sauf que, à mesure que nous avons été exposés à ces problèmes pièges, notre cerveau a détecté un automatisme très peu coûteux pour notre système cognitif qui permet effectivement très rapidement de trouver la solution dans ce type de problème et qui consiste effectivement à considérer que dès que j'entends moins que dans ce type de problème, je fais une addition et je trouve la bonne réponse. Et dès que j'entends plus que dans ce type de problème, je fais, on peut dire, Grégoire, c'est une heuristique inversée. Une heuristique inversée. À partir du moment où j'entends le plus, je fais une soustraction et à partir du moment où j'entends le moins, je fais une addition. Et quand vous utilisez cet automatisme-là dans le premier problème que je vous ai présenté, vous vous trompez de façon systématique. Et c'est ce qu'on dit avec Olivier, c'est que finalement apprendre, c'est aussi apprendre à déconstruire une partie des automatismes qu'on a construits dans les années antérieures de la scolarité. Et on voit bien que c'est un enjeu pour le collège parce qu'il y a eu le cycle 1, le cycle 2, une partie du cycle 3, et que donc les élèves, par définition, ils arrivent avec un ensemble d'automatismes que vous devez leur déconstruire progressivement au cours de nouveaux apprentissages. Et donc tout l'enjeu de ce qu'on voudrait faire avec vous, c'est que vous soyez en mesure d'identifier certains de ces automatismes qui sont souvent très prévalents dans le cadre des évaluations et des problèmes et des situations pièges, dans lesquelles précisément on va essayer dans lesquelles on va faire naître une interférence entre l'algorithme à utiliser et l'heuristique qui est trompeuse dans ce contexte-là. Et pour vous donner quelques exemples de situations de classe, parce que pour l'instant on n'a pas encore, à part dans les problèmes arithmétiques à contenu verbaux, j'ai parlé, je n'en ai pas forcément parlé, mais typiquement une heuristique très fortement ancrée dans le cerveau de vos élèves quand ils arrivent au collège, c'est une heuristique, un automatisme qui est lié à la comparaison des fractions. Vous savez que quand les élèves comparent des fractions avec des numérateurs communs, typiquement quand ils comparent 1/7 et 1/9, ils vont avoir tendance à penser que 1/9 est plus grand que 1/7 parce qu'ils comparent les composants de la fraction. Heuristique qui marche très bien quand on compare des fractions avec des dénominateurs communs. Si on compare 3/5 et 9/5, vous comparez simplement les composants de la fraction et vous trouvez la bonne réponse. Et on voit bien que vous avez sans doute, si vous êtes professeur de mathématiques, observé qu'effectivement, il y a une prévalence plus forte d'erreurs dans ce type de contexte-là. Ce qu'on a démontré au laboratoire, c'est que la capacité des élèves à comparer des fractions avec des numérateurs communs, elle est en partie liée à leur capacité à résister à l'automatisme de comparaison des composants de la fraction. Donc, typiquement, ce qu'on aimerait faire avec vous, c'est que vous identifiez des situations scolaires dans lesquelles précisément vous avez une intuition pédagogique qu'il y a
une heuristique, un automatisme qui s'est construit dans les années antérieures de la scolarité, ou dans un autre contexte, ou dans une autre discipline, parce qu'on a pu voir par exemple ça entre la chimie et entre la physique par exemple et les mathématiques, où parfois il y a des systèmes de notation qui sont différents, qui vont engendrer des difficultés effectivement pour les élèves. Ce qu'on aimerait, c'est que vous soyez en mesure, avec nous, de travailler autour de ces différentes heuristiques pour justement les identifier dans chacune des situations scolaires. Et tout l'enjeu ensuite, pour nous, ça sera de travailler avec vous sur des séquences pédagogiques qui permettraient de faire progresser les élèves justement dans ces situations pièges. Et ce qu'on a montré au laboratoire sur la base des travaux qu'Olivier avait menés dans le domaine de la psychologie du raisonnement, c'est qu'effectivement, des approches dans lesquelles on sensibilise les élèves à détecter les situations pièges, dans lesquelles on va focaliser son attention justement sur identifier quel est l'automatisme qui l'amène à se tromper dans ce contexte-là. On lui apprend ensuite avec un matériel didactique extrêmement simple qu'on appelle un attrape-piège, dans lequel on va modéliser ce processus d'inhibition justement à résister à cet automatisme. Ce qu'on a montré, c'est que dans des situations scolaires comme dans des situations de raisonnement logique, ce type d'approche pédagogique fonctionne mieux que des approches plus classiques et qui sont logiques, qui sont simplement de réexpliquer la règle à l'enfant. Donc, tout l'enjeu de ce qu'on essaye avec vous, c'est d'une part d'identifier les heuristiques, mais ensuite d'avoir un travail avec vous sur finalement la construction de séquences pédagogiques et l'évaluation de ces séquences pédagogiques en classe de manière collaborative et participative. Donc, c'est tout ça le cadre finalement du projet qu'on vous propose aujourd'hui et que va vous présenter Marie, qui est une ancienne doctorante du laboratoire, maintenant qui est docteur en psychologie de développement et qui travaille chez Nathan dans le cadre de la plateforme lea.fr. Et donc je dois déplacer le. Eh bien, parfait. Alors, bonjour à tous. Donc, en effet, je suis Marie Létang et je vais m'occuper sur Léa de ce groupe de travail, donc, qui est vraiment ce qu'on appelle une recherche collaborative. Donc, comme Grégoire vient de vous expliquer, c'est vraiment qu'on va vouloir collaborer avec vous, donc recueillir les erreurs que vous repérez dans vos classes, puis les analyser donc, en collaboration avec le laboratoire pour ensuite vous proposer des apprentissages métacognitifs. On est vraiment dans cette logique de collaboration où on va partir des problèmes que vous repérez dans vos classes pour pouvoir ensuite les traiter ensemble. Donc pour ça, il y a déjà le groupe de travail qui est disponible sur lea.fr, donc dans la rubrique le Lab Léa, où vous avez déjà la page sur Léa qui est prête pour accueillir toutes les heuristiques que vous pensez observer dans vos classes. Donc, vraiment, ce qu'on recherche à voir, c'est quelles sont les erreurs que vous pensez être des heuristiques dans vos classes, avec à quel niveau vous repérez cette erreur. Et également, le contexte, donc est-ce que c'est plutôt dans une dictée, est-ce que c'est l'élève qui va la faire à l'oral, en évaluation ou plutôt en exercice, et également, quel est le pourcentage, donc environ bien sûr, mais quel est le pourcentage d'élèves qui font cette erreur dans la classe. Donc, nous, ça va nous permettre aussi de voir, par exemple, si un enseignant nous relève une erreur qu'il voit chez ses troisièmes, qu'un autre enseignant nous dit ah ben moi aussi je vois ça chez mes sixièmes, mais il y a plus de proportion de sixième que de proportion de troisième. Donc nous, ça va nous permettre aussi également de voir l'évolution au cours du temps, donc même si c'est pas forcément très précis, mais d'avoir une idée. N'hésitez pas également à nous préciser si vous êtes en éducation prioritaire ou pas. Plus d'informations vous pourrez nous donner, mieux ce sera. Et ensuite, on sélectionnera donc des heuristiques de cette cartographie qu'on mettra donc en scène dans des apprentissages métacognitifs et qu'on vous proposera sur Léa. Donc, les apprentissages métacognitifs, ce sera à la période d'avril environ. Et donc, comme Grégoire vous présentait avant, c'est quelque chose qui est très rapide à faire en classe, qui se met en place très rapidement dans la classe et qui permet du coup d'aider les élèves à résister à cette heuristique précise. Et du coup, ce groupe, c'est important de le préciser, ce groupe s'adresse à toutes les disciplines. Donc, on essaiera de sélectionner des heuristiques, que ce soit en maths, en français, en histoire, en sport, exactement, s'il y en a qui sont proposés. Également dans de l'interdisciplinaire. En tout cas, on essaiera de répondre le plus possible à toutes les disciplines. Et pour ça, du coup, on a besoin de vous, puisque plus vous nous enverrez d'heuristiques, plus on pourra vous proposer d'apprentissage métacognitif.
Donc pour l'expérimentation, voilà ce que j'avais à vous dire. Et donc maintenant, on va passer à la phase des questions pour Olivier et Grégoire. Alors, est-ce que les biais cognitifs sont directement liés aux heuristiques? Oui. Le biais cognitif, c'est ce que l'on décrit. Et c'est un mot, vous avez remarqué, qui n'est plus que du domaine des spécialistes. On en parle beaucoup aujourd'hui. Il y a des biais cognitifs, on raisonne de travers. Bon, la pandémie en a donné des exemples, mais c'est vrai dans tous les domaines. Et les biais cognitifs, c'est finalement ce qu'on observe, comme une voiture sur une route qui partirait dans le décor, un accident, mais c'est ça le biais cognitif. Nous, ce qu'on étudie, ce qui, en amont, dans le cerveau, déclenche le biais cognitif. Et ce sont ça, en effet, vous avez tout à fait raison, les heuristiques. Alors, on utilise ce terme heuristique. D'abord, soyez rassurés, quand on collabore ainsi, sur le site de lea.fr, vous pouvez télécharger des fiches avec les définitions scientifiques. Le mot heuristique est très scientifique. Il a valu un prix Nobel à Daniel Kahneman, psychologue, qui en 2002 a décrit ces heuristiques chez l'adulte. La théorie de Piaget, que vous connaissez sans doute, avait décrit des stades de développement de l'intelligence comme un escalier de façon incrémentale, avec un bébé très intuitif, un jeune enfant très intuitif, et un adolescent et un adulte qui devenaient logiques définitivement. Cela, on sait aujourd'hui, grâce à Kahneman, que c'est faux. Les adultes, même si on a de la logique quelque part dans le cerveau, on peut très souvent se laisser guider par ces automatismes, voire être irrationnel dans ses jugements. D'où l'adhésion aux fake news qu'on évoquait, par exemple, tout à l'heure. Et donc, les biais cognitifs, c'est exactement ce qui est déclenché par une heuristique. Et pour corriger un biais cognitif, ce qui est évidemment très important, encore plus à l'école que chez l'adulte, puisqu'on prépare les adultes de demain, apprendre à corriger ces biais, c'est l'inhibition, la résistance aux automatismes que l'on évoquait, pour aller rechercher un algorithme qui, dans cette situation-là, est la suite logique ou réfléchie qui permet d'analyser la situation. Donc, en effet, le grand enjeu contemporain de sortir de nos biais cognitifs est tout à fait au cœur de ce qu'on appelle un apprentissage métacognitif, c'est-à-dire on réfléchit à son intelligence, à la façon dont fonctionne son cerveau. C'est pour ça qu'on dit métacognitif. C'est pas juste apprendre des connaissances à l'enfant, comme vous le faites très souvent, ça c'est l'apprentissage cognitif. L'apprentissage métacognitif, c'est-à-dire on s'arrête, on essaie de comprendre pourquoi mon cerveau a cédé à un biais cognitif. Parfois, il faut dire à l'enfant qu'il est tombé dans le panneau, qu'il y a un biais cognitif, mais il faut que vous, en amont, les professeurs, ayez intégré ces notions, ayez vous-même cette analyse, votre pratique pédagogique, et vous verrez, ceux qui travailleront avec nous, ça ne vous lâchera plus. À tout moment, vous direz, ah, mais finalement, j'ai peut-être surentraîné une heuristique qui crée l'erreur de l'enfant, et il faut aussi donner à l'enfant les moyens d'utiliser son cortex préfrontal pour y résister. Voilà, une réponse positive, oui, c'est très lié au biais cognitif. Alors, on a aussi... Est-ce que ça veut dire qu'il faut stimuler la réflexion, la remise en question, pardon, et le raisonnement? Alors, c'est un enjeu, je pense, effectivement, de plus en plus important. Je pense que cette crise, elle nous révèle aussi ça. Elle est très révélatrice, finalement, des déficits aussi de la façon dont on a pu penser parfois les objectifs de notre système éducatif. Je crois qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui, effectivement, à apprendre ou réapprendre à raisonner. C'est peut-être ça l'enjeu. Dans une société qui a quand même changé, l'émergence des fake news, elle n'est pas nouvelle. Il y a toujours eu de la manipulation de l'information, il y a toujours eu de la diffusion des fausses rumeurs, des fausses croyances. La grande différence, c'est qu'elle circule beaucoup plus vite et que quand vous mettez un cerveau face à de l'information qui arrive très rapidement, vous avez une propension extrêmement importante de chances qu'il aille plutôt se réfugier dans ces automatismes de pensée. C'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai essayé de vous poser ce problème de raisonnement. Je dis, donnez-moi votre première réponse. Si je vous avais laissé le temps de la réflexion, peut-être, et que je vous avais mis dans un bain dans lequel je vous avais dit, attention, il peut y avoir des pièges. Peut-être que certains d'entre vous auraient trouvé la bonne réponse. Donc tout l'enjeu, effectivement, c'est ça, c'est d'apprendre finalement à prendre un temps, de réengager cette réflexion, mais réengager cette réflexion, c'est pas simplement, c'est ce que ont montré les travaux d'Olivier et ce qu'on montre au laboratoire, c'est que c'est pas simplement raisonner, c'est résister à son automatisme et ensuite, pour permettre de réengager son raisonnement, son algorithme logique qui permet effectivement de produire la réponse normative dans un contexte de raisonnement logique. Et c'est un vrai enjeu sur, par exemple, l'apprentissage au discernement de l'information, parce que ce que montrent les équipes dans le monde entier aujourd'hui, c'est que
ce qui est probablement le plus prédictif de la capacité des individus à discerner les vraies et fausses informations, c'est précisément leur capacité à ne pas tomber dans un biais de raisonnement dans des tâches très classiques qu'on utilise en psychologie. Et ce qu'on a démontré au laboratoire, et on a la première équipe à l'avoir démontré dans le monde, c'est que quand vous demandez à des enfants de 6e de discerner les vraies et les fausses informations, ils en sont parfaitement incapables. Et ça se met en place pendant toute la durée du collège, notamment parce que vous leur apprenez à raisonner, à déclencher finalement une pensée critique, et que tout l'enjeu effectivement de notre système éducatif, c'est aussi d'apprendre cela aux enfants dans le monde numérique, pas simplement à l'extérieur du monde numérique. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet effectivement évidemment important. Du coup, on avait une question, c'est comment faire travailler l'apprentissage métacognitif, notamment face aux fake news. Alors, on peut déjà vous répondre qu'on est très heureux parce qu'on a obtenu un financement pour travailler avec Nathan et Ipsos sur cette question-là, justement. De l'Agence nationale de la recherche. Oui, de l'Agence nationale de la recherche, qui a précisément pour objectif, d'une part, de caractériser finement le développement de ces capacités de discernement entre les vraies et les fausses informations à l'adolescence, parce que pour l'instant, on n'a pas de données scientifiques là-dessus, que ça fera justement l'objet d'activités et d'un projet sur Léa d'ici un an, et dans lequel on va essayer de travailler avec vous sur la création d'une séquence pédagogique qu'on va valider expérimentalement et qui permettra ensuite justement à tous les enseignants de pouvoir justement avoir aussi ce type de ressources-là, parce que pour l'instant, quand on s'intéresse à la problématique des fausses informations, on s'y intéresse beaucoup par le prisme de ceux qui produisent l'information, et c'est important, on demande aux agences d'information de vérifier les informations, on a un certain nombre de systèmes de contrôle de l'information, on a les décodeurs et ainsi de suite, mais on n'a peut-être pas suffisamment pris en compte la perspective du cerveau récepteur de cette information qu'il faut armer face à ces nouvelles problématiques. Je rappelle quand même que l'OMS considère que le premier risque pour la santé mondiale, c'est la diffusion des fausses informations. Et on voit bien dans cette crise sanitaire qui nous traverse. Je voudrais juste ajouter un mot, Marie, par rapport à vos élèves. Récemment, enfin l'hiver dernier, au printemps, je ne sais plus, dans une opération qui s'appelle des académiciens en Sorbonne, le recteur de Paris a fait venir des collégiens, des lycéens aussi, mais il y avait beaucoup de collégiens de toute la région, et on a dû trouver des termes qui les interpellent eux-mêmes, parce que ce que vous voudrez aussi faire pour avoir la motivation et la participation de vos élèves. Et on avait pris comme titre de la conférence « Votre cerveau vous trompe, comment reprendre le contrôle ?» Et ça les mobilisait beaucoup, parce que en montrant déjà simplement des illusions visuelles d'optique, que tout le monde connaît, on a tous vu des illusions visuelles, on voit combien notre cerveau nous trompe très rapidement. Et peu à peu, on montrait aux élèves que c'était aussi vrai dans les domaines de maths, de français ou de raisonnement, comme Grégoire vient de l'évoquer, par rapport aux informations. Et donc, je peux vous garantir, et on vous donnera ces ressources, que vous pouvez très facilement éveiller l'intérêt des ados quand ils se disent « Ah ben c'est vrai, j'ai un cerveau, 86 milliards de neurones, 1 million de milliards de connexions, mais j'ai trop de connexions et mon cerveau me trompe, donc il faut que je reprenne le contrôle de mon cerveau. » Je dirais, c'est comme un jeune sur une mobilette, elle part dans tous les sens, il a envie de reprendre le contrôle. Mais le cerveau, c'est encore beaucoup plus critique que cela, lié aux questions de santé, comme le disait Grégoire. Donc, avoir le contrôle de son cerveau, c'est quand même drôlement important pour la vie. Et ce qu'il y a de très nouveau par rapport aux générations précédentes, c'est qu'aujourd'hui, en effet, dans les laboratoires, on peut observer le cerveau. Ce n'est pas le projet de recherche que l'on va faire avec vous, mais sachez qu'on a réalisé un autre grand projet financé par l'Agence nationale de la recherche avec beaucoup d'adolescents volontaires, avec l'accord de leurs parents, qui venaient au laboratoire, passer une IRM, donc on a observé ce qu'il y avait dans leur cerveau, comment justement ils tombaient dans des biais cognitifs ou des heuristiques, et ce qui se passait dans leur cerveau lorsqu'ils apprenaient par un apprentissage quotidien à corriger ces biais. Donc nous, on a ces données qui pour nous sont merveilleuses, c'est une mine d'or, mais on veut que vous puissiez en tirer bénéfice, et c'est vous, les experts de la pédagogie, pour que vous décliniez ça dans vos pratiques pédagogiques. Et je voudrais encore juste dire un mot, ne pensez pas que c'est seulement la question de l'éducation média, au discernement des informations, c'est pas un module à part, c'est au cœur de tous les apprentissages scolaires. Tout ce qui est au programme du secondaire, et Nathan est très spécialisé pour ça avec les manuels, pour voir ce qui est dans le programme, eh bien, se glissent des heuristiques, se glissent des automatismes, dont vous-même, professeur, n'avez souvent pas conscience, que vous pouvez vous-même l'éveiller chez les élèves ou ne pas le détecter chez les élèves.
Donc, c'est vraiment un travail de co-éducation, co-interaction entre chercheurs, professeurs et puis l'éditeur qui met à disposition des ressources. Grégoire, comme moi, vous le savez sans doute, nous avons écrit beaucoup de livres et d'articles pour le grand public. Et donc, nous mettrons tout ça et tout ce que l'on dit, vous pouvez l'approfondir en relisant calmement chez vous un que sais-je ou un autre livre de poche qui décrivent ces concepts de résistance cognitive et de contrôle humilité. Alors, avez-vous pu noter des différences notables d'automatisme entre les garçons et les filles? Alors, pour l'instant, on n'a pas de données qui suggèrent que de façon extrêmement systématique, on a des différences hommes-femmes, filles-garçons, sur ces heuristiques. Mais c'est aussi, effectivement, très intéressant. C'est aussi pour ça qu'on a besoin, justement, de faire ce type de recherche avec vous, parce que plus on est nombreux à participer à ces recherches, plus on peut essayer d'aller évaluer finement des facteurs qu'on ne pourrait pas évaluer si on testait 30, 40, 50, ou si on faisait participer 70 élèves. Donc, plus vous serez nombreux à participer, plus on pourra essayer effectivement d'évaluer de façon un peu plus fine l'effet du genre sur l'ensemble de ces automatismes de pensée, de ces heuristiques de pensée. Alors, ce qu'on sait effectivement à l'adolescence, c'est que le cerveau des hommes et des femmes, des filles et des garçons se développe à des rythmes un peu différents, et c'est logique puisque, comme vous le savez, la puberté commence plutôt chez les filles que chez les garçons, et que c'est l'entrée dans la puberté qui va amener le cerveau à se reconfigurer au cours de l'adolescence. Donc on pourrait imaginer qu'à l'adolescence, il puisse y avoir des différences ponctuelles entre les filles et les garçons sur un certain nombre d'heuristiques. Mais comme les heuristiques, c'est effectivement des automatismes de pensée, qu'elles sont très contextuelles, elles dépendent du contexte, ça pourrait, en fonction du contexte, être déterminé par des choix différenciés ou genrés, d'une certaine manière, qui pourraient expliquer ces différences. Donc, c'est aussi tout l'enjeu du projet qu'on mène avec vous. On a besoin de votre expertise parce que vous êtes les meilleurs observateurs, finalement, des comportements des élèves au cours de leurs apprentissages. Et ensuite, on pourra aller justement regarder tous ces facteurs qui viennent expliquer les différences ou non dans ce domaine. Alors, autour de quel âge le cerveau de l'adolescent atteint le stade adulte? Bon, là, c'est une question qui est très... Il n'y a pas de réponse type. Hein, c'est ce qu'on appelle en biologie et dans le cerveau, et aussi en psychologie, la variabilité. Alors, comme le disait Grégoire, pour l'entrée dans la puberté, il y a déjà une grande variabilité entre les filles et les garçons, mais aussi au sein des filles et au sein des groupes des garçons. La fin de l'adolescence, l'entrée à l'âge adulte, est aussi très variable. Vous l'observez pour le physique, pour la taille, mais vous pouvez imaginer qu'il y a une telle variabilité, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas pour le développement cognitif et émotionnel du cerveau. Donc, il y a une réponse juridique qui est la maturité juridique qui est à 18 ans, mais dans certains domaines, les adolescents peuvent être très logiques, très mathématiques, et certains disent même que c'est au cœur de l'adolescence qu'on a le plus utilisé dans la population générale notre cerveau logique et mathématique, et que l'adulte, justement, revient parfois à des raisonnements, des usages plus rapides, et ne mobilise plus cette exigence de raisonnement logico-mathématique qu'on demande aux élèves avant le bac. Donc, il n'y a pas de réponse type. Globalement, l'adolescent passe à l'âge adulte après 16 ans, entre 16 et 20 ans, mais il y a une grande variabilité. Pour compléter la réponse à cette question et ce que Grégoire vous a répondu sur l'autre sujet, vous avez compris que notre démarche est scientifique. Aujourd'hui, la psychologie expérimentale et les sciences du cerveau sont vraiment une approche scientifique. Il n'y a pas d'idéologie, entre guillemets, donc il n'y a pas d'idéologie relative au genre, il n'y a pas d'idéologie relative aux âges. Le développement est beaucoup plus dynamique et non linéaire, pas ces stades en escalier avec des âges très précis tels que le décrivait Piaget que j'évoquais tout à l'heure, d'où la nécessité d'une observation scientifique à grande échelle. Quelquefois, on compare ce que l'on fait avec vous, les professeurs, à l'épidémiologie en médecine. C'est-à-dire quand les médecins, et on le voit dans la crise actuelle, récoltent des informations dans leur contexte, avec leurs patients, avec les gens avec lesquels ils interagissent, ils peuvent faire remonter des données pour faire des statistiques plus fiables. Eh bien, en pédagogie, il n'y a pas encore suffisamment cette approche-là. Et c'est pourquoi nous, je pense que nous attendons autant de vous que vous attendez de nous. Et c'est un vrai partenariat qui sera intellectuellement enrichissant de part et d'autre. Et Grégoire disait, cette collecte des heuristiques que vous pouvez faire, c'est vraiment ça, c'est une exploration pédagogique. Et à cet égard, vous verrez qu'il y a des variabilités de maturité, des variabilités sur les âges. Il y a aussi la question de la culture.
Là, on a a priori ce soir dans cette conférence des enseignants de toute la francophonie potentiellement, parce que des enseignants de partout en France se connectent sur léa.fr. Eh bien, on peut aussi imaginer qu'il y ait des choses générales et des choses spécifiques à tel ou tel contexte, telle ou telle culture, telle ou telle histoire locale, et les heuristiques sont très sensibles à ça. Nos automatismes dépendent aussi de notre milieu, de notre culture, et quelquefois, on a de ce fait beaucoup plus de difficultés à les inhiber. Juste compléter sur la croissance cérébrale, on a une variabilité qui est extrêmement forte, parce que vous disiez qu'il y a la question du développement cognitif et socio-émotionnel. La croissance cérébrale, c'est-à-dire l'arrêt à un moment d'une croissance comme il y en a pour la taille des organes et pour le poids, pas pour le poids, mais pour la taille, malheureusement pas pour le poids. Cette croissance cérébrale, avec à un moment une stabilisation finalement de la plasticité cérébrale qui s'est très fortement remis en mouvement au moment de l'adolescence, c'est autour de 20-25 ans. Et ça, c'est intéressant parce que justement, ça crée des décalages entre des conceptions finalement de la majorité, qui est à 18 ans, et un cerveau qui reste un cerveau pas totalement structuré comme un cerveau d'adulte, jusqu'à 20-25 ans. Et là où il y a entièrement raison, c'est effectivement une très forte variabilité. Donc, si on ne peut pas vous dire c'est à 18,5 ans, mais c'est quelque part au-delà de 18 ans, et quelque part entre 20 et 25 ans. Et effectivement, c'est un moment où on va réussir, et Olivier pourra en parler beaucoup mieux que moi, une certaine homéostasie du système. C'est-à-dire qu'à un moment, le système doit se stabiliser. On sait par exemple, dans certaines psychopathologies, le cerveau reste un peu trop plastique, et ça explique aussi certaines difficultés de psychopathologie qui peuvent s'observer chez les jeunes adultes. Alors, est-ce que les professeurs de langue vivante vous intéressent pour cette collaboration? J'observe très régulièrement comment les automatismes en français influencent l'acquisition en anglais, par exemple. Totalement. Vous nous intéressez beaucoup et peut-être on apprendra des choses. D'abord, il y a déjà une littérature scientifique qu'on pourra mettre à votre disposition, mais ces données ne sont pas analysées comme nous, on veut le faire de façon plus neuve et créative. Les questions de bilinguisme, par exemple, comment un enfant apprend plusieurs langues, à quel âge il commence le bilinguisme, et il y a, je le dis pour prendre beaucoup de questions, vous savez, les profs de langue qui ont ce qu'on appelle des faux amis, c'est-à-dire une règle, une prononciation qui vaut dans une langue que l'enfant transfère dans la langue seconde, alors qu'il devrait l'inhiber justement pour être flexible et switcher par les mécanismes qu'on évoque, d'inhibition, d'activation d'une langue à l'autre. Et par ailleurs, on sait aussi, donc ça j'explique une logique de l'erreur dans l'apprentissage des langues, mais que c'est aussi très bénéfique pour l'enfant d'apprendre une ou deux langues, parce que précisément, pour les raisons que je viens d'évoquer, ça rend son cerveau flexible. Donc, il y a un lien intime entre l'apprentissage des langues et l'intelligence. Et peut-être que cette flexibilité que vous l'éveillez prof de langue va lui être utile en mathématiques, en physique, ou en géographie, ou en histoire, pour que son cerveau soit flexible à l'égard d'autres automatismes. Et donc, la réponse est oui, vous nous intéressez. On a vraiment besoin d'identifier justement tout type d'heuristique dans différentes disciplines scolaires, parce que justement, ce qu'on veut aussi, puisqu'on a une démarche scientifique dans le laboratoire, c'est aussi de tester la validité du modèle que nous développons. Et une façon de la tester, c'est de montrer que ça se généralise à toute situation d'apprentissage, dont l'apprentissage des langues. C'est vrai que, comme Olivier le dit très bien, les transferts négatifs interlangues, ben, ça relève de quelque chose qui constitue finalement un automatisme dans une langue qui aide plutôt finalement à la compréhension de cette langue-là, peut devenir une heuristique trompeuse dans une autre langue. Et ça nous intéresse parce qu'il y a aussi un enjeu pour l'école, comme vous savez, qui est les familles allophones, les élèves de familles allophones et d'autres, et la question du bilinguisme, qui ont des effets effectivement sur les apprentissages des élèves. Et une des questions qu'on se pose au laboratoire, parce qu'on est aussi très intéressé par l'effet du contexte, notamment du contexte familial des enfants sur leurs apprentissages. Donc on a un enjeu effectivement à essayer d'identifier toutes ces heuristiques-là, notamment dans le domaine langagier. Alors, est-il conseillé de mélanger sur un même temps d'enseignement le renforcement des heuristiques via des automatismes et à l'inverse des inhibitions d'automatismes, ou plutôt de bien cloisonner ces deux apprentissages sur des temps différents? Et de même, faut-il flécher pour l'élève le type d'apprentissage où il se trouve? Bon, alors là, vous avez déjà parfaitement raisonné. Ça veut dire que ce dont on discute là, et une fois de plus, donc vous pourrez trouver des définitions, des exemples dans les livres,
ce dont vous discutez là, c'est la séquence pédagogique. Et en effet, les processus dont on a parlé peuvent modifier la conception de la séquence pédagogique. Et c'est une question, là aussi, ouverte de science. Est-ce qu'il vaut mieux, pendant un certain temps, renforcer le risque? Sans doute que oui, parce qu'il faut apprendre à bien utiliser son automatisme dans les contextes où il marche. C'est en gros ce que fait l'école et ce que préconise le ministère de l'Éducation nationale. Nous, on dit c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi une autre séquence où on fait l'inverse. On montre comment son automatisme peut nous tromper dans la même discipline ou dans une autre discipline. C'est un affaire vraiment transversale. Le cerveau, vous savez, il n'est ni historien, ni mathématicien, ni francophone, ni anglophone, ni sportif. Il est tout en même temps. Et donc, le cerveau humain, lui, a constamment doit naviguer, sélectionner, la sélection neuronale que j'évoquais tout au début, entre ces heuristiques, ces algorithmes et surtout les contextes dans lesquels ils sont fiables ou non. D'où la suggestion que Marie vous a faite, non seulement identifier des heuristiques, mais le contexte d'occurrence. En quel contexte? Est-ce que c'est parce qu'on a eu un cours d'une autre discipline juste avant qui a renforcé l'heuristique? Donc votre question, monsieur, madame, on n'a pas le genre, est très pertinente et fine. C'est la question de la séquence pédagogique. Et en effet, c'est un poids énorme parce qu'un enfant dont on vient de renforcer une heuristique dans la même matière ou dans une autre est vraiment mis déjà parfois en situation d'échec dans une autre situation ou dans une évaluation parce qu'on ne lui a pas appris à inhiber cette heuristique et à l'expliquer qu'il doit l'inhiber, pourquoi il doit le faire et comment le faire grâce, là on nous donne des outils clés en main, la trappe-piège qu'évoquait Grégoire, qu'on a utilisé de la maternelle jusqu'à l'école polytechnique. Parce que ces erreurs sont aussi des erreurs de raisonnement que font des polytechniciens parce qu'on leur a appris la logique, les maths, mais on ne leur a pas appris à inhiber au cours de l'école. Espérons que nos travaux changent ça à l'avenir. Et donc, l'épure pédagogique qui est publiée maintenant, la trappe-piège dans des coffrets pédagogiques, il faut le décliner, l'inventer pour les adolescents, soit le même et d'autres situations. Et à partir de là, votre question est une question à décliner, il faut tester. Est-ce qu'il faut pendant autant de temps renforcer l'heuristique? Moi, je préconiserais comme ça, mais il faut le tester, qu'il faut après tout autant jouer sur la flexibilité entre l'heuristique et un algorithme déjà connu. Donc, autant d'entraînement que les deux processus du cerveau que j'évoquais au début, à renforcer l'automatisme et autant d'entraînement dans le sens inverse, à sortir de ces automatismes et utiliser le cortex préfrontal pour inhiber, voire après automatiser ce même processus. Donc, la question de la temporalité pédagogique, de la séquence, est absolument critique. Vous le ressentez, mais on ne teste jamais scientifiquement sur des processus fins du cerveau, qu'on ne voit pas, bien sûr, mais que nous, on peut voir. Oui, pas de questions, mais c'est un processus à tester, sachant qu'on a déjà des données sur les transferts, sur les séquences. Il y a une donnée qu'on peut donner, on ne peut pas. En tout cas, sur l'apprentissage des sciences. Vous savez, pendant très longtemps, sur l'apprentissage des sciences, la question qui s'est posée, c'est comment on déconstruit des concepts naïfs, comment on remplace des concepts naïfs par des concepts jusqu'à l'université. Et souvent, le principe était de construire finalement une situation de conflit cognitif. C'est un conflit entre la conception naïve et la conception scientifique, avec l'idée que c'est ce qui permettait de générer le changement conceptuel, ou en tout cas de produire du changement conceptuel. Ce conflit cognitif, au cœur du conflit cognitif, il y a un automatisme, la conception naïve, un algorithme, la conception scientifique, et puisqu'il y a conflit, il y a résolution du conflit par le processus d'inhibition de résistance au automatisme dont nous vous avons parlé. Et qui ne va pas de soi. C'est ça, et qui ne va pas de soi. Et c'est vrai que souvent, dans les cas de conflit cognitif en sciences, on laisse finalement l'enfant dans une construction du concept scientifique qui fait que c'est extrêmement difficile pour lui. Et certains travaux suggèrent de plus en plus que oui, c'est effectivement bénéfique d'introduire un conflit cognitif auprès des élèves pour produire du changement conceptuel, même s'il ne s'opère pas complètement. C'est-à-dire que la conception naïve, elle continue à perdurer dans le cerveau de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte même, du professeur, à côté de la conception scientifique. Et là où je voulais en venir, c'est qu'il y a certaines séquences pédagogiques qui semblent mieux fonctionner que d'autres. Et par exemple, en sciences, ce qui semble mieux fonctionner, c'est d'introduire d'abord la notion scientifique, à minima, ensuite d'introduire le conflit cognitif. Et pour pouvoir accompagner le changement conceptuel. Parce que si je n'ai pas du tout de conception scientifique, si je n'ai que ma conception naïve, je ne crée pas de conflit cognitif. Je ne crée pas de détection du conflit, donc je ne vais pas produire de changement conceptuel, et que effectivement, ça explique pourquoi certains élèves ont du mal à appréhender certains
concepts scientifiques parce que au moment où on les met dans la situation de conflit cognitif, ou en tout cas dans la situation pédagogique de conflit cognitif, ça, on ne crée pas de conflit cognitif chez l'élève parce qu'il n'a pas encore suffisamment les racines de la conception scientifique. Donc, il faut aussi penser à l'introduction de l'algorithme. Il n'y a pas que la séquence de l'automatisme, mais comme l'a très bien dit Olivier, il y a aussi la notion de quand est-ce qu'on introduit l'algorithme et est-ce qu'il faut l'introduire avant ou après d'introduire la situation piège. Et c'est tout ça qu'on veut aussi tester. Juste pour ajouter un mot à ce que dit très intéressant Grégoire, en fait, cette idée d'importance de l'inhibition est peu à peu venue de ce qu'on appelle les compétences précoces des jeunes enfants et des bébés. Par exemple, pour la logique des classes, l'inclusion, les classes, les sous-classes, les classifications. Piaget croyait qu'il y avait un stade logique qui apparaissait vers 6-7 ans. Et on a découvert que dès l'école maternelle, quelquefois l'enfant avait l'algorithme d'inclusion, de logique dans des situations optimales où on peut montrer à l'enfant un ensemble, des sous-ensembles, etc. Mais si on crée un piège pour l'enfant, je ne rentre pas dans les détails, vous le trouverez dans les ouvrages, sur l'extension spatiale des objets à comparer, l'enfant va se laisser piéger par l'espace occupé par les objets et n'utilisera pas le concept d'inclusion des classes. Et c'est très intéressant parce que c'est justement parce que dans le développement, on a montré que des algorithmes logiques qu'on croyait arriver beaucoup plus tard étaient déjà là chez le jeune enfant et que les heuristiques allaient se construire en même temps ou après, que finalement l'enfant était diminué parce que le prof croyait d'abord qu'il était plus bête qu'il ne l'était, il avait la logique quand il était jeune, et en plus, le contexte entraînait son cerveau une heuristique qui entre en conflit avec la logique, et l'enfant n'avait pas de quoi gérer le conflit. Je caricature à peine, non? Donc c'est un peu dans ce bazar cognitif-là qu'on pouvait mettre le cerveau des enfants en disant ils sont irrationnels très longtemps, il faut leur apprendre la logique, alors que parfois la logique est déjà là, ou l'algorithme, où il faut le construire. Et après, entre les situations conflictuelles et la prise de conscience des heuristiques qui nous entourent, quand on va dans les classes, nous, les heuristiques, quelquefois, on les voit sur les murs, sur les dispositifs didactiques, dans les livres. C'est pour ça que Nathan est aussi intéressé à reconceptualiser l'illustration des livres ou des manuels à partir de cette notion. Vous voyez, c'est un chantier culturel et pédagogique immense. Alors, comment faire avec les enfants 10? Comment sait-on si c'est une heuristique ou si c'est lié à l'handicap? Et est-ce que vous êtes intéressé seulement par les enfants neurotypiques ou est-ce que vous êtes également intéressé par... Non, on est intéressé par l'hétérogénéité de vos classes. Si on fait un projet comme ça et un projet de recherche collaborative et participative, c'est pas pour essayer de prendre une classe qui serait une classe non représentative des élèves que vous avez devant vous. On sait bien qu'il y a entre 5 et 10% des élèves qui ont des troubles du neurodéveloppement. Ça peut être des troubles des apprentissages, ça peut être des troubles du spectre autistique, et que c'est un enjeu pour nous aussi, effectivement, de comprendre est-ce que dans ces populations-là, alors il y a effectivement un enjeu, ça on en parlera avec Marie, c'est comment on peut, tout en garantissant l'anonymat des élèves, pouvoir avoir des informations sur le fait de savoir s'ils ont été diagnostiqués ou non avec un trouble du neurodéveloppement, de telle manière effectivement à essayer de se poser la question de savoir est-ce qu'ils développent les mêmes heuristiques. Pas forcément. On sait par exemple que Olivier avait fait des très belles études sur, pas des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement au même titre, mais dans certaines psychopathologies, certains patients ne développent pas certaines heuristiques. Donc on pensait qu'ils seraient beaucoup moins rationnels et ils étaient finalement beaucoup plus rationnels parce qu'ils n'avaient pas développé cette heuristique-là. C'est pas ce que je suis en train de dire, je ne fais pas de parallèle entre les psychopathologies et les troubles du neurodéveloppement. Je dis simplement que, évidemment, l'hétérogénéité nous intéresse et que si on peut avoir des informations là-dessus, pour nous, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet de comprendre les contextes d'apparition de ces automatismes et de ces heuristiques-là. Et encore une fois, ce qui nous intéresse, nous, c'est la réalité de nos classes. Et j'ajoute à ce que dit Grégoire que chez les enfants plus jeunes, donc de primaire, un de nos doctorants a fait une thèse complète que nous avons dirigée, Grégoire et moi, sur la lecture et où la question de la dyslexie et de la confusion des lettres en miroir, qui est une erreur typique, il y en a d'autres, mais une erreur typique des enfants tout venant, mais aussi qui peut être accentuée chez certains dyslexiques, était dépendante de ce processus heuristique qui est une heuristique de généralisation en miroir qu'on utilise tout le temps dans l'environnement visuel, qui ne disparaît pas, mais qu'on doit inhiber pour appliquer l'algorithme alphabétique et la correspondance graphophonologique. Donc ça, par exemple, c'est démontré. C'est publié dans une série d'études qu'on a publiées dans des grandes revues scientifiques internationales, mais qu'on a aussi décrites dans des livres et dans des chapitres. Et il y a sans doute d'autres dysfonctionnements qui continuent à l'adolescence ou qui se révèlent à l'adolescence et qui tout à fait auraient intérêt à être lus aussi à la lumière de ce modèle général nouveau, c'est nouveau, de ce qu'est le développement réel
cognitif et social des enfants. On va juste préciser une chose, c'est que bien qu'il y ait une prévalence plus importante chez certains dyslexiques des erreurs en miroir, la lampe magique construite par deux physiciens qui sont par ailleurs très sympathiques, c'est une imposture. Donc surtout, ne l'achetez pas, ça ne fonctionne pas. C'est pas pour ça qu'on est dyslexique. Dans la plupart des cas de la dyslexie, un problème de conscience phonologique, et donc il n'y a aucune donnée qui semble suggérer que cette lampe pourrait avoir des effets positifs sur la correction des confusions des lettres en miroir, parce que le mécanisme qui prévaut sur le fonctionnement de cette lampe-là repose sur une théorie qui date de 1935, qui a été totalement invalidée. C'est une fake news. C'est une fake news. Dans le domaine scientifique. Voilà. Et donc, vous aviez peut-être d'autres dysfonctionnements à l'esprit, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a déjà, par cette voie-là, été amené à expliquer, décortiquer certains troubles qu'on appelle dys aujourd'hui, beaucoup à l'école, et qui, évidemment, dépendent aussi de mécanismes du cerveau comparables sur un spectre qui va du normal au pathologique, la diversité des classes que l'on a décrites. Je vois qu'on arrive presque à l'heure. Exactement. C'était passionnant. On serait bien assez. Du coup, on arrive à la fin de la conférence. Donc, je voulais rappeler aux enseignants de vraiment venir sur Léa pour venir nous donner leurs heuristiques. Toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre aujourd'hui, on fera une sélection et on y répondra sur Léa. Avec le replay de la conférence qui sera également disponible sur Léa. De mon côté, de toute l'équipe de la pédagogie, on souhaitait vous remercier, vous d'avoir intervenu et les enseignants. Et je vous laisse. Au revoir. Au revoir. Et je voulais rajouter une chose, c'est qu'on est vraiment très, très heureux d'avoir convaincu Léa d'ouvrir Léa au collège, qu'on a fait une première étude l'année dernière absolument passionnante dans laquelle on a eu 600 ou 700 enseignants qui sont venus travailler avec nous sur une séquence qui aujourd'hui nous permet d'écrire un livre justement à destination des élèves du collège, et que l'on espère réellement que cette dynamique va continuer à s'enclencher et s'amplifier. Donc si vous avez des collègues qui sont intéressés, venez travailler avec nous, parce qu'il y a un vrai enjeu à ce que le collège soit aussi un espace où on parle de pédagogie, où on fait de la recherche en pédagogie, où on fait de la recherche en psychologie sur les apprentissages des adolescents. Voilà, donc merci beaucoup.